Voilà, dans cette deuxième heure, nous allons faire un bond dans le temps, passer en quelque sorte du ciel à la terre, du vent de secteur sud-ouest à la lumière du nord, en nous intéressant à présent à la géographie des artistes à Bruxelles, pour conclure ce cycle de 2 conférences initiées la semaine dernière par Christian van der Motten. Ceux qui étaient là la semaine dernière, justement, ont pu en apprendre plus sur la structuration socio-spatiale de l'espace bruxellois, dont l'opposition fondamentale entre l'Est et l'Ouest a été rappelée ici de manière assez évidente par Frédéric Dobrousquez. Il s'agit à présent d'étudier l'insertion spatiale d'une population particulière, un petit groupe socio-professionnel singulier, celui des artistes plasticiens, dont l'histoire longue de l'implantation géographique à Bruxelles révèle non seulement des enjeux propres à ce groupe, mais aussi des enjeux plus larges liés au développement historique et contemporain de la capitale. C'est donc bien un regard de géographe que je vais vous proposer et pas du tout celui d'une historienne de l'art. Donc je tiens à le mentionner dès l'entame de cette intervention. L'exposé va s'articuler, bien sûr, autour d'une série de cartes qui représentent les lieux de résidence des artistes plasticiens professionnels des années 1830 à aujourd'hui. Pour établir cette cartographie, dont bien sûr je vais bientôt vous montrer les résultats, 2 problèmes essentiels se posaient. Sur le plan pratique, évidemment, je ne parle même pas évidemment de l'adaptation, de la définition même de ce qu'est un artiste. Je suis sûre que c'est évidemment une question qu'on pourrait me poser, comment vous avez défini votre population. Il s'agissait pour moi, avant toute chose, de trouver des données quantitatives pour traiter de culture, ce qui pendant longtemps n'a pas été simple. Il y a un changement actuel, un intérêt plus grand pour les statistiques de la culture actuellement, mais ça n'était pas le cas jusqu'il y a peu. Trouver des données quantitatives sur la culture, mais aussi, qui plus est, dans une longue perspective historique. J'ai donc eu recours à un ensemble hétérogène de sources statistiques qui allait me permettre de récupérer toute une série d'adresses pour effectuer ces cartes. 4 types de sources différentes, je vous les donne, comme ça vous savez un petit peu sur quel genre d'outils on peut mobiliser pour faire ce genre d'exercice. 4 types de sources différentes qui m'ont permis donc de couvrir cette période 1830 à aujourd'hui en effectuant des sondages plus ou moins tous les 10 ou 20 ans. Ce sont d'abord des catalogues d'exposition des salons des beaux-arts de Bruxelles, dans lesquels on avait les adresses des exposants. Ensuite, des annuaires commerciaux et d'activités, dans lesquels figuraient toutes les professions libérales. On peut imaginer que les artistes avaient intérêt à se retrouver dans ces annuaires, simplement pour que, on puisse les identifier et faire appel à eux, par exemple, pour visiter leur atelier ou passer une commande. Ensuite, pour les périodes plus contemporaines, j'ai également eu recours au recensement de la population, qui donnait des informations sur la profession des gens. Et pour les données plus contemporaines, suite à un changement dans la définition de la manière dont on posait la question de la profession, j'ai eu recours à des données venant d'une association professionnelle d'artistes, SMART, pour ne pas la donner. Chacune de ces sources présente une définition propre du groupe des artistes plasticiens. J'ai dû donc veiller à l'homogénéité des définitions quand même au long de la période couverte, sans perdre de vue évidemment l'adaptation de ce qu'est un artiste plasticien, évidemment, prendre en compte les changements du monde de l'art, tout en prenant des décisions. Par exemple, j'ai pris celle d'exclure les graphistes de l'ensemble, alors qu'aujourd'hui ils sont parfois considérés dans le groupe des artistes plasticiens, pour des raisons évidentes d'augmentation très importante du nombre. Et donc j'ai décidé de les laisser de côté aussi parce que ça recouvre une palette très large de métiers. Bref, des sources de nature variée. J'ai aussi, pour réaliser les cartes que vous allez voir, opté pour une définition collective. Ce sont les artistes en tant que groupe que j'ai considéré en tant que géographe et non pas des individus. Donc je ne me suis pas intéressée au parcours résidentiel de tel artiste ou de tel mouvement pictural en particulier. Ce choix a été posé en fait pour essayer de faire ressortir des logiques spatiales d'ensemble, gommer en quelque sorte les particularités des trajectoires individuelles. On s'est installé là parce que la belle-mère avait un terrain, on a changé parce que la femme ou le mari avait eu un autre emploi, etc. Donc gommer ces particularités individuelles pour faire ressortir des logiques spatiales d'ensemble.
tout en étant consciente évidemment que approcher les artistes en tant que groupe, ça ne veut pas dire que je suis face à un groupe homogène, de nouveau, j'insiste là-dessus, j'en suis consciente, et lors de coups de sonde un peu plus particuliers, notamment à la fin du 19e siècle, en différenciant par exemple les artistes selon leur appartenance à un cercle un peu plus élitaire, j'ai pu remarquer évidemment des changements de géographie intéressants, mais qui ne modifient pas quand même le schéma général que je vais tout de suite vous montrer. Enfin, les cartes que vous allez voir sont toutes réalisées à l'échelle de la région bruxelloise actuelle, que vous allez reconnaître sur les cartes. Certaines périodes mises en avant, malgré tout, vont faire ressortir certains quartiers, certaines communes de Bruxelles qui ont vu se développer des concentrations d'artistes liées à des facteurs spécifiques, sur lesquels évidemment je vais revenir. Et puis la dernière chose que j'aimerais ajouter avant de commencer cette histoire, c'est qu'évidemment, si je vais vous montrer une série de cartes qui permettent de montrer des basculements, de faire des commentaires intéressants à cette échelle-là, de l'échelle de la ville, ça ne veut pas dire que les périodes que je ne vais pas vous détailler aujourd'hui ne sont pas intéressantes, y compris sur le plan spatial. Elles peuvent être très intéressantes sur le plan de l'histoire de l'art, mais ne pas se manifester, ne pas générer des changements spatiaux très importants au niveau de la résidence des artistes. Et puis c'est peut-être aussi une question d'échelle. De changer d'échelle serait également intéressant. L'histoire donc que je vais commencer à présent débute à l'indépendance du pays, lorsque Bruxelles devient la nouvelle capitale du Royaume de Belgique et voit son rôle par rapport aux autres villes des anciens Pays-Bas changer notablement. Bruxelles, petit à petit, s'impose par rapport aux villes concurrentes, et notamment sur le plan artistique. Gand et Anvers, qui ont longtemps eu des institutions artistiques très fortes, notamment les académies, et qui avaient la primauté par rapport à Bruxelles. En devenant capitale économique, capitale politique, Bruxelles va aussi avoir une importance de plus en plus marquée sur le plan artistique et attirer de plus en plus d'artistes, soit des autres villes belges qui viennent se former et participer à des réseaux d'artistes à Bruxelles, soit de l'étranger même. Et alors, voilà, c'était un peu un clin d'œil, ce que j'ai choisi d'illustrer cela par un essai fait par Wouters en 1885, qui prend position par rapport à un débat entre Anvers ou Bruxelles sur le plan artistique, laquelle ville est la plus importante. Et donc c'est tout un plaidoyer d'une vingtaine de pages pour la capitale, en disant que voilà, tant que Bruxelles était la ville où il y a le plus de mouvements, où les décisions se prennent, où il y a le plus de tumulte, ce sera là que les artistes vont converger. Cette période, donc commencée en 1830, est aussi intéressante évidemment sur le plan du développement de la ville. C'est le début de la révolution industrielle et c'est aussi la période où Bruxelles va commencer à s'étendre de manière vraiment importante, sortir de ses murs d'enceinte. Donc on peut imaginer qu'interroger cette question de la géographie d'un groupe socio-professionnel particulier dans le cadre d'une géographie aussi très dynamique de l'urbanisation d'une capitale est très intéressant. Les cartes ont cet aspect-là. Je m'excuse, les contrastes ne sont pas très très bons à l'écran. Donc, à chaque fois, je vais vous présenter des cartes qui ont cet aspect. On reconnaît la région bruxelloise, le canal actuel, les espaces verts actuels, ainsi que le tracé de ce qu'on appelle le Pentagone. Ça, ce sont des éléments qui vous permettent, logiquement, en tant que connaisseur de Bruxelles, un petit peu de situer les zones dont il va être question. On commence en 1833 et vous voyez que le nombre d'artistes a été symbolisé par des cercles de surface proportionnelle au nombre d'artistes par quartier. Donc voilà, j'ai pris une définition de quartier, qui sont des quartiers actuels, et j'ai sommé le nombre d'adresses par quartier, comme on aurait pu le faire par commune, sauf qu'à Bruxelles, on n'a que 19 communes, c'est pas très intéressant pour nuancer la lecture de la carte. Donc, une ville, en 1833, qui est encore évidemment restreinte presque à l'ancienne muraille, deuxième muraille de Bruxelles, et qui va petit à petit, et ça va se voir tout au long des cartes, vous voyez, la tâche d'urbanisation va s'étendre, et la géographie des artistes s'inscrit évidemment dans cette urbanisation de la ville. Ce qui est intéressant à voir sur les deux premières cartes, c'est que d'une part, au départ, très logiquement, les artistes se situent dans la ville urbanisée, et puis vont petit à petit sortir, effectuer une percée en direction du nord-est de la ville. Ça correspond au faubourg de Saint-Josse et puis Scarbeck, qui ont été un des premiers faubourgs à se développer
tout en étant aussi qu'on va avoir assez rapidement des développements du côté ouest de la ville, qui correspond là à des faubourgs ouvriers. On est ici c'est le Molenbeek historique, où on voit bien évidemment que les artistes, c'est assez clair, et gardez ça en tête sur les prochaines cartes que je vais vous montrer, ne s'y trouvent pas à cette époque. Donc, une géographie au départ centrale, plutôt marquée par le haut de la ville, et qui va s'affirmer par des extensions, d'abord vers le nord-est, dans des faubourgs bourgeois, et puis ensuite vers le sud-est. Ce sont des faubourgs qui se sont urbanisés un peu plus tard, donc on a une sorte de cohérence par rapport au schéma de la ville. Deux pôles artistiques donc, qui se développent dans des faubourgs plutôt de type bourgeois, avec une prédominance d'abord du pôle nord-est. Quels sont les facteurs explicatifs finalement de cette première géographie? Et je vais vous montrer même, disons, l'achèvement de ce 19e siècle, dont je vous ai montré les premières étapes. C'est cette carte de 1901, donc on peut considérer qu'on est à la fin du 19e siècle. L'échelle est meilleure, comme ça repose un peu vos yeux. On voit bien donc ces deux pôles dont je parlais tout à l'heure. Quelques facteurs explicatifs. D'une part, au départ, initialement, Scarbeck, Saint-Josse et puis Ixelles et Saint-Gilles présentent des conditions favorables à l'origine de leur urbanisation, qui sont d'une part une certaine accessibilité foncière, vu qu'on sort de la ville dense où évidemment il y a une compétition, la ville est déjà construite, donc il n'y a plus beaucoup de terrain, etc. Tandis que s'installer dans des faubourgs qui s'urbanisent, ça permet à des artistes éventuellement d'acheter un terrain et de faire construire une maison pour les plus nantis. Il y a aussi la question d'un aspect encore semi-rural, on va dire, de ces périphéries. Il y a pas mal de tableaux, de vues d'artistes qui représentent la vue de leur atelier, où on se rend compte effectivement qu'on reconnaît une urbanisation bruxelloise typique, on va dire, et puis à côté, encore une ferme, encore des exploitations horticoles, etc. Ça se retrouve aussi, évidemment, dans les représentations, j'ai dit, des vues d'atelier, mais aussi d'un peintre comme Hippolyte Boulanger, qui va peindre au paysage, qui représente la vallée Josaphat, ici, dans le nord de Bruxelles. C'est aussi un facteur que l'on peut considérer important pour eux. Lors de la deuxième moitié du 19e siècle, une série de choses aussi se passe dans le centre de la ville. On a une série de grands travaux, le voûtement de la Seine, évidemment le tracé des boulevards centraux, puis tout le réaménagement du quartier Notre-Dame-aux-Neiges, la construction du palais de justice, des grands travaux qui vont inciter la bourgeoisie de manière générale et dont les artistes font partie, ou en tout cas ont une relation particulière, étant donné qu'il s'agit de leur patron, à quitter la ville, à sortir de plus en plus de la ville et à s'installer dans ces faubourgs qui se développent, je vous dis, de manière assez importante. Malgré tout, ces facteurs dont j'ai parlé, ça me nuise au fur et à mesure que la ville se densifie. On peut imaginer que Saint-Josse, ici, est tout à fait urbanisé. Donc on n'a plus ces avantages de l'accessibilité foncière, de la nature. Mais ce qu'on a, c'est à ce moment-là une sorte d'effet cumulatif. Les artistes appellent les artistes. On se passe les ateliers d'un artiste à l'autre. Et puis il y a une série d'infrastructures comme des écoles d'art, comme des ateliers privés, tenus souvent par des professeurs de l'académie, qui vont attirer des étudiants ou attirer des artistes pour les opportunités d'emploi que cela signifie. L'enjeu de cette période, vu que j'avais intitulé ma présentation autour aussi des enjeux historiques et contemporains de la présence des artistes, c'est celui donc de l'urbanisation de la ville et de son lotissement. Et ce qui est assez remarquable et qu'a mis en avant une historienne de l'art qui s'est intéressée au patrimoine des ateliers d'artistes, elle s'appelle Linda van Sanvoort, c'est la question, en fait, on remarquait l'implantation de grands ateliers d'artistes au départ dans des faubourgs, dans des petits centres villageois encore peu urbanisés, installés, des artistes sculpteurs souvent, qui faisaient de l'art de grande dimension, qui profitaient de ces espaces pour se faire construire des ateliers de grande dimension et qui, à leur mort, en fait, ces parcelles ont été souvent démantelées et loties de manière plus dense, avec cette fameuse urbanisation à la bruxelloise, des petites parcelles longues, suite évidemment au changement dans le tissu urbain bruxellois. Des exemples à Scarbeck, c'est celui de l'atelier de Voorboekhoven ou de Fréquin, ou alors un autre exemple ici, illustré, qui est celui, non pas directement d'une artiste, même si elle peignait aussi, mais elle est plus connue par son rôle de mécène et d'héritière de la famille Bock, Anna Bock, seule femme membre des 20, qui a eu d'abord son domicile situé à avenue La Toison d'Or, et puis qui en 1901 se fait construire une sorte de villa entourée d'un magnifique jardin, rue de l'Abbaye.
Cette villa va exister jusqu'en 1950, suite auquel on l'a détruite et on a construit un immeuble de rapport, évidemment où on a beaucoup plus de logements que ce qui n'était le cas avec cette sorte de villa encore un peu champêtre, et qui a été pendant longtemps vraiment un lieu de gravité, en tout cas du vivant d'Anna Bock, un lieu de sociabilité important pour le monde artistique bruxellois. Je me suis intéressée aussi, finalement, étonnée par étonnée, en tout cas interpellée par cette géographie assez bourgeoise des artistes, dont on a quand même une image, surtout au 19e, certaines bohèmes, d'un artiste qui crève la faim, etc. Bon, voilà, on est dans des faubourgs bourgeois. Et donc, j'ai tenté cet exercice qui est, bon, je vais résumer pour vous ce dont il s'agit, autour d'un axe de prestige. J'ai fait l'exercice à la fois ici pour la rue Royale en 1862, la rue Royale extérieure, on est ici à Schaerbeek et Saint-Josse, et pour l'avenue Louise un peu plus tardivement. J'ai défini une sorte de quartier dans lequel j'ai recensé toute la composition socio-professionnelle des rues, donc via des almanachs, ces fameux almanachs commerciaux. Je me suis intéressée aux personnes qui vivaient là, qui avaient leur activité professionnelle dans ce quartier. Et donc, ce qui est assez évident dans les deux zones, c'était encore plus prégnant pour le cas de l'avenue Louise, mais voilà, ici, c'était plus en phase avec ce que je disais, dans le faubourg nord-est de Saint-Josse et Schaerbeek, c'est qu'on est clairement dans des quartiers avec une forte présence de rentiers et de professions libérales. Dans ce cas-ci, on est à plus de 35%. La présence de fonctionnaires aussi assez important, et puis de commerçants. Et donc, c'était intéressant de pouvoir objectiver cela, même si, dans l'idéal, ce qui serait fantastique, mais qui prendrait un temps monstrueux, serait de pouvoir faire ce genre d'exercice pour toute l'agglomération bruxelloise, de manière évidemment à pouvoir montrer cette différence entre ces faubourgs connus comme étant des faubourgs bourgeois et d'autres parties de la ville plus populaires. Voilà, donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a donc visiblement ce rapprochement, cette cohabitation entre des populations bourgeoises, des élites en quelque sorte, et des artistes. Ils partagent parfois même d'ailleurs les architectes. Des architectes comme Horta ou Paul Ancar vont construire à la fois des hôtels de maîtres et des ateliers d'artistes, souvent avec des moyens un peu différents, mais c'est intéressant de voir qu'il y a aussi cette rencontre autour des architectes. Et si les artistes cohabitent avec leurs mécènes, donc pour des raisons économiques, il y a aussi une manière pour eux finalement d'affirmer un statut social qui a évolué au cours du XIXe siècle. De simples artisans, fin du XVIIIe, avant la libéralisation des professions artistiques, petit à petit, ils vont, disons, gagner en jalons, monter en grade et être considérés comme une nouvelle élite, un peu différente des élites économiques ou des élites aristocratiques. Mais donc, ces milieux vont de plus en plus se mêler à travers les cercles, les sociétés diverses, etc., qui existent à Bruxelles. Et donc, pour certains artistes, habiter à proximité des axes de prestige, c'est aussi évidemment l'occasion pour eux de s'affirmer, d'affirmer leur réussite sociale. À l'inverse, pour la bourgeoisie cultivée, la bourgeoisie qui vit près des artistes et qui parfois justement gravitent dans les mêmes cercles, font recours aux mêmes architectes, etc. Habiter dans des quartiers d'artistes, ça peut être aussi une manière de légitimer une certaine position sociale via la connaissance de l'art. Et donc on a une sorte de ce que j'appelle une cohabitation intéressée entre les artistes et les classes dominantes à cette époque-là. Des différences demeurent malgré tout, et c'est pour ça que c'était intéressant de changer d'échelle, ce que l'on fait aussi en changeant de mode de représentation. Ceci, finalement, c'est en quelque sorte la matrice des cartes que je vous projette. Ce sont toutes les adresses pour 1881, avant qu'elles ne soient agrégées par quartier avec ces fameuses boules de couleur. Ce qui est intéressant de voir quand on zoome dans certains quartiers, c'est qu'on voit certes que des quartiers les plus aristocratiques, comme le quartier Léopold, ne sont pas occupés par les artistes, qui se trouvent par contre à leur marge de manière assez évidente. Et quand on zoome dans ces espaces, on peut se rendre compte, par rapport aussi aux grands axes de prestige que l'avenue Louise ou la rue Royale, que les artistes en fait sont localisés dans les rues perpendiculaires, donc pas sur les axes directement, mais à proximité directe. Ce qui est intéressant aussi de faire comme exercice, et là on change un peu de sujet, mais c'est qu'en zoomant, je me suis rendu compte qu'il y avait des sortes d'alignements de rues où particulièrement les artistes s'installaient. Et quand je faisais référence à cette lumière du Nord en commençant mon exposé, c'est ça en fait qui se traduit ici. C'est qu'on a des exemples de rues dans lesquelles les artistes bénéficiaient d'une façade
globalement situé au nord. Ici, on voit que ce n'est pas vraiment le cas, on est plutôt au nord-est. Mais c'est intéressant de voir qu'on peut avoir comme ça des sortes d'alignements d'ateliers liés à cette recherche d'une lumière froide qui ne varie pas au cours de la journée et donc qui est parfaite pour une verrière d'atelier. Ici, c'est le cas de la rue Gaucharles, qui a connu pendant plus d'un siècle des dizaines d'artistes qui ont occupé les ateliers de la face pair, du côté pair de la rue, qui aujourd'hui malheureusement n'existe plus, a été remplacé par des immeubles tout à fait modernes, des immeubles d'appartements liés à tout le réaménagement de la dalle de chemin de fer du quartier européen. Ce qui est intéressant évidemment, c'est que les artistes y sont placés pour la lumière et pour pouvoir en bénéficier, disons, avec une garantie, parce que le train passait derrière, donc il y avait des nuisances sonores de pollution, mais qui allaient aussi, donc qui décourageaient les familles plus riches de s'installer là, donc il n'y avait pas vraiment de concurrence sur ces espaces-là, et puis étant donné que le train passait directement à l'arrière des maisons, on peut imaginer qu'il n'y avait pas de menace d'avoir des immeubles construits en face et donc de perdre cet accès à la lumière. Voilà pour la rue Gaucharles. En mentionnant cette rue, évidemment, je mentionne un autre enjeu lié à cette période, et puis je vais avancer, ne plus m'étendre là-dessus. C'est celui, évidemment, de la préservation patrimoniale de ces ateliers. Je parlais de Linda van Santvoort tout à l'heure, cette historienne de l'art qui, il y a 20 ans déjà, a réalisé sa thèse sur les ateliers d'artistes construits au XIXe siècle. Ceci est une cartographie de tout ce qu'elle a rassemblé dans sa thèse. Elle est historienne de l'art, elle ne l'avait pas spatialisé. En le faisant et en reprenant ici en fait le statut de conservation des ateliers tel que défini en 96, donc ça a encore pu évoluer évidemment en 20 ans, on se rend compte qu'une série de ces adresses ont été soit démolies, soit transformées ou défigurées selon elle. Bon voilà, elle a classifié ça de manière un peu différente. Donc cet enjeu-là est aussi un enjeu à considérer. On saute, on avance, on passe dans le train, et je vais maintenant aborder une autre période qui est celle de l'entre-deux-guerres, qui est intéressante et qui est finalement, cette carte-là réalisée donc, pour 1939, reflète les développements qui ont eu lieu dans, disons, les décennies qui ont précédé, donc le début du XXe siècle. Ce qui est intéressant par rapport aux cartes précédentes, c'est qu'on a l'impression d'une sorte de diffusion, de concentration moins importante que celle qu'on voyait avant à Saint-Josse et Schaerbeek. En fait, le nombre d'artistes est bien plus important que sur les premières cartes, mais ce qu'il y a, c'est que, évidemment, l'urbanisation s'est fort étendue et qu'on a une sorte de diffusion du nombre d'artistes. Ce qui m'intéresse sur cette carte-ci, et ce dont je vais toucher un mot maintenant, c'est la couleur, donc l'intensité, la teinte des cercles. On se rend compte qu'on a des cercles proportionnellement plus importants dans ce qu'on pourrait appeler les communes de deuxième couronne, donc des faubourgs, ici particulièrement je pense à Uccle, à Watermal-Boisfort ou alors aux Deux ou au Lué, des faubourgs qui se sont urbanisés plus tardivement. Ici on a un bâti continu représenté depuis en 1930, on se rend bien compte que ces espaces sont encore peu urbanisés, ou alors évidemment urbanisés le long des chaussées, des noyaux villageois traditionnels. Différents facteurs expliquent cette nouvelle géographie. D'une part, avant même d'en parler, on constate évidemment que les deux pôles précédents n'ont pas disparu. Ils sont toujours présents, mais on a une émergence particulière dans ces espaces. On a eu aussi un des facteurs explicatifs de cette nouvelle géographie, en quelque sorte de ces artistes qui s'installent en dehors de la ville, de manière assez manifeste. C'est aussi, de manière générale, le fait que Bruxelles est une ville industrielle qui croît, une grande ville, ces villes tentaculaires dont parlait Verhaeren, et par rapport auxquelles les artistes et la bourgeoisie, de manière plus générale, va développer une relation assez ambiguë, une sorte de relation amour-haine par rapport à la grande ville, et donc une volonté aussi de s'installer en dehors de la ville et de c'est de la vitesse de ces transports en commun qui se développent, etc. Mais des transports en commun, par exemple, les trams, ici on est en 1939, donc on a déjà évidemment l'automobile qui s'est développée, ça rend aussi possible le fait de s'installer en dehors du centre tout en ayant des relations très simples avec le centre qui concentre les musées, les cercles d'art, etc. Donc on va pouvoir, même si on est un artiste qui passe beaucoup de temps à peindre au paysage dans les espaces encore moins urbanisés, plus ruraux, on va pouvoir s'installer là tout en gardant des connexions très très simples avec le centre-ville et la vie artistique. À travers
cette installation aussi reflète, j'aurais pu vous montrer une carte des secondes résidences ou de tous les châteaux, les petits châteaux qui sont installés dans cette partie-là de la ville. Il est évident aussi que ce que vont chercher les artistes et ce dont bénéficient les artistes qui s'installent dans ces communes-là, c'est aussi la présence de mécènes, d'industriels, de familles qui petit à petit choisissent leur seconde résidence comme résidence principale aussi, bénéficiant des mêmes atouts évidemment par rapport à la centralité. Et donc c'est toujours un facteur important pour cette époque. Je l'illustrerai à travers, par exemple, un cercle artistique qui a vu jour à Uccle en 1922, Uccle le centre d'art, qui rassemblait à la fois des artistes qui peignaient les environs d'Uccle, en grande majorité, et puis toute une série d'hommes d'affaires, d'hommes politiques, etc., de la commune ou de la ville. Un cercle qui, à travers ses manifestations, ses prises de position, ses relations avec la commune ou même d'autres instances de la ville en développement, va traduire un enjeu très particulier lié, en tout cas par rapport au précédent, qui est celui finalement de la préservation du cadre naturel, du développement de préoccupations environnementales. C'est assez intéressant dans les archives du cercle. On voit que ces artistes servent en quelque sorte de caisse de résonance par rapport aux préoccupations de la bourgeoisie. Ici, une préoccupation pour la sauvegarde d'arbres auprès du Wolvendal, où le cercle avait son local, qui correspond aussi évidemment bien à toute la pratique des excursions et de l'appréciation de la nature de la part des classes aisées qui développent de nouvelles pratiques et qui entendent bien conserver évidemment à la fois le cadre dans lequel ils vivent ou dans lequel ils pratiquent leurs loisirs. Jusqu'ici, donc on va s'arrêter juste avant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai lourdement insisté sur le facteur des mécènes, des patrons, la proximité entre artistes et leurs patrons. C'est clair que c'était important avant que le marché de l'art tel qu'on le connaît aujourd'hui ne se développe. Et donc avant qu'on ait des galeries qui servent d'intermédiaires entre les acheteurs, les collectionneurs et les artistes, avoir un rapport direct via des cercles, via même le quartier même dans lequel on habite, était très important. La Deuxième Guerre mondiale et puis les années 50, 60, le développement de l'art contemporain et du marché de l'art, qui en Belgique se développe vraiment, en tout cas le nombre de galeries grandit de manière très importante après la Deuxième Guerre, on va avoir évidemment une répercussion géographique là-dessus. Ce lien entre artistes et bourgeoisie, appelons-la comme on veut, n'est plus aussi important et on va avoir des dynamiques différentes. Les trois dernières cartes, je l'ai fait un petit bond dans le temps. Ici, on a une carte pour 1981, 1991 et 2008, les trois dernières cartes. On voit qu'évidemment l'urbanisation est entièrement réalisée. Elle est même bien plus grande que ça. Vous vous souvenez des cartes qu'on vous a montrées précédemment. On a en fait deux phénomènes. D'une part, une repolarisation importante autour des anciens pôles, et particulièrement de ce que j'appelle le pôle sud-est, c'est-à-dire Ixelles et Saint-Gilles. On le voit là, on le voit aussi sur la carte actuelle. Un autre phénomène qui est celui de l'investissement de quartiers où les artistes en fait n'ont jamais été présents dans le centre-ville, donc le cadran nord-ouest du Pentagone. Ces phénomènes sont liés à un autre enjeu, un enjeu vraiment contemporain, celui-là, qui sont ceux de la rénovation urbaine, aussi dite gentrification, et dans lequel les artistes sont décrits comme ayant un rôle particulier à jouer. J'y arrive tout de suite. Avant ça, je fais une note par rapport à ces quartiers d'artistes dont on parlait depuis le début. Les artistes qui habitent à Saint-Gilles aujourd'hui ou Ixelles sont bien conscients d'habiter dans un terreau artistique et disent dans leur discours l'importance pour eux de choisir cette adresse-là pour s'affirmer comme artiste par rapport à leurs pairs, par rapport à leurs proches, donc se définir comme artiste à travers sa position spatiale, mais aussi profiter des réseaux évidemment qu'offrent ces spatialités proches. Cette image artistique, dont sont bien conscients les artistes, est aussi perçue par d'autres, par nous. Souvent, c'est vrai qu'on a des représentations des quartiers artistes, peut-être, des villes. Elle est aussi connue par les pouvoirs publics qui peuvent jouer et en quelque sorte récupérer une certaine image artistique d'une commune, d'une portion de la ville. J'illustre ça
par un événement très connu pour la région bruxelloise, qui est celui du parcours d'artistes de forêt de Saint-Gilles, lapsus révélateur, parcours d'artistes de Saint-Gilles, qui est devenu depuis l'édition précédente, parcours d'artistes de Saint-Gilles et forêt. On a donc une manifestation d'artistes, d'ateliers ouverts, où chaque artiste habitant Saint-Gilles ou chaque artiste trouvant un lieu d'exposition à Saint-Gilles peut, pendant plusieurs week-ends de mai, présenter ses œuvres. Depuis 2014, on a une mise en commun, une nouvelle organisation de la part des deux communes de Saint-Gilles et Forêt, une extension du territoire du parcours, qui est intéressante, parce qu'elle reflète d'une part une collaboration, disons, des deux communes qui se rendent bien compte qu'elles sont face à des problématiques urbaines, sociales assez proches, et donc aussi qu'elles gagneraient à communiquer au niveau et à collaborer aussi sur le plan culturel. Ce pourquoi je montre la carte, et en parlant d'enjeux de la rénovation urbaine, c'est que cette image artistique dont je parlais, voilà, plutôt. Le parcours d'artiste est une émanation d'un tissu artistique associatif fort à Saint-Gilles, qui, à la fin des années 80, via une association, s'est structuré, a proposé la manifestation au parcours d'artiste avec l'aide du politique. Une aide, disons, bienvenue, mais qui aussi lui profitait. L'aide des pouvoirs communaux venait aussi, et ça les intéressait, parce que c'était une manière de se positionner comme une commune d'artistes, qui permettait aussi de changer l'image d'une commune centrale et assez pauvre, qui a longtemps souffert d'une mauvaise réputation, on va dire. Et donc, les autorités communales, en appuyant cet événement, pouvaient aussi ainsi bénéficier d'une nouvelle image pour la commune. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ce parcours-là, qui fait partie de manière plus générale des ambitions de la commune de redévelopper le territoire, d'attirer des nouveaux habitants aux revenus fiscaux supérieurs, etc., donc de politique de rénovation urbaine beaucoup plus large, a des effets sur le prix des loyers, et donc aussi, indirectement ou directement, sur la possibilité des artistes de trouver des espaces où des logements simplement pas trop onéreux. Et donc, ce que m'a confié les responsables du service culturel de Saint-Gilles, ils en sont bien conscients, c'est que cette hausse des loyers a directement, contraint certains artistes qui participaient aux anciens parcours à bouger, et donc ils les ont retrouvés. Avant, ils étaient à Saint-Gilles, et maintenant, lors du parcours 2014, ils se sont installés à Forêt, comme finalement pas mal même de ménages des classes moyennes et classes moyennes inférieures sont en train de faire aussi ce basculement entre Saint-Gilles et Forêt pour des questions d'accessibilité foncière. J'ai dit tout à l'heure que ces enjeux de la rénovation urbaine étaient importants et intéressants dans le cas d'une géographie des artistes, parce que les artistes sont souvent présentés comme des pionniers, en quelque sorte, des phénomènes de rénovation urbaine. Les artistes sont dans un quartier, le mettent en lumière à travers les activités qu'ils organisent, peuvent amener d'autres populations à découvrir le quartier, à l'apprécier, et donc, en quelque sorte, initient des processus de gentrification. Le travail de cartographie à longue échelle a permis, mais ça c'était développé dans ma thèse, de remettre en question cette logique pionnière, d'une part parce qu'on se rend compte qu'il y a des permanences assez fortes, que les quartiers de concentration importants que sont Ixelles et Saint-Gilles sont en fait des polarisations anciennes d'artistes, qu'il y a aussi des espaces où je passe à cette carte-là, c'est la même information représentée un peu différemment. Ici, ce sont les artistes. Des espaces où finalement des processus de gentrification ont lieu, ont cours aujourd'hui. Je pense notamment à ce qui se passe de l'autre côté du canal aujourd'hui à Molenbeek, mais où les artistes visiblement ne sont pas installés. Et donc on a des questions intéressantes qui lient ces deux présences d'artistes et gentrification. Ce n'est pas un lien direct, ça mérite de la nuance. Et donc, ce qui m'intéressait, moi, c'était plutôt, et de manière plus générale, les géographes qui s'intéressent à ces questions aujourd'hui, c'est de considérer les artistes comme des indicateurs d'un groupe social plus large, appelé nouvelle classe moyenne précaire, qui partage à la fois des conditions, une certaine précarité économique, des dispositions communes, des contraintes, des goûts qui leur font privilégier le même genre d'espace. Ici, on a une géographie assez similaire, même si ici, cette fameuse nouvelle classe moyenne précaire est bien plus nombreuse, et donc la carte apparaît beaucoup plus, beaucoup plus remplie. Pour terminer,
finalement, ce qui est intéressant par rapport à cette question des artistes pionniers, qui a malgré tout quand même une forte répercussion dans la littérature, non pas seulement scientifique, mais aussi dans la presse. Hein, ça fait partie des discours communs sur des quartiers qui sont des quartiers branchés, des quartiers à la mode. Souvent, on a des anciens lieux d'artistes, des lieux industriels rénovés par des artistes qui qui sont dits avoir mené au processus de redéveloppement. Ça participe de manière plus générale à aussi... du coup, une instrumentalisation, l'utilisation de ce processus, de cette réputation pionnière par d'autres acteurs qui sont des acteurs intermédiaires, on va dire, que ce soit les pouvoirs publics ou des acteurs privés, qui peuvent jouer sur la présence d'artistes pour essayer de redévelopper des portions de la ville. Ça se passe avec la présence résidentielle d'artistes, mais aussi avec les activités culturelles de manière plus générale. Pensons à cette fameuse zone du canal dont je parlais tout à l'heure, qui concentre aujourd'hui une série d'intérêts, notamment culturels, que ce soit l'ouverture de nouveaux musées, l'organisation de festivals, comme le Festival Canal, Métropole Culture l'année dernière. Donc on a toute une série d'événements et d'intérêts autour de la culture et du redéveloppement du canal. Pour conclure, finalement, voilà, c'était un schéma que j'avais fait à la fin de ma thèse, donc qui reprenait toute une dimension temporelle, toute une sorte d'analyse des dynamiques urbaines en cours, des différents acteurs impliqués, et puis la dimension spatiale. On observe bien une géographie particulière des artistes, des logiques spatiales propres à ce petit groupe, au capital économique faible, mais au capital symbolique élevé. D'abord, une logique diffusive à partir du centre vers la première puis la deuxième couronne, en direction du nord-est et du sud-est. Ensuite, une repolarisation vers les communes d'Ixelles et de Saint-Gilles et des nouvelles concentrations dans le centre-ville. Voilà ce que j'ai dit. Ce sont un assemblage complexe de facteurs qui expliquent cette géographie. Donc, je suis passée dessus, donc je vais les citer rapidement. Ce sont des contraintes économiques, la question de la centralité qui n'a jamais été démentie, sauf qui aujourd'hui peut-être se pose par rapport à l'accessibilité encore de ces espaces sur le plan économique, l'accessibilité sur le plan des transports, l'importance de pouvoir se déplacer facilement, que ce soit pour aller dans le centre-ville et profiter des musées, de la vie artistique, ou à l'inverse, être près d'une gare pour aller facilement à Londres, à Paris, etc., qui aujourd'hui est importante. Des facteurs liés à la pratique artistique, la présence de la nature, la besoin d'avoir de grands espaces, etc., à l'environnement urbain, ou aussi à l'environnement social. Et donc, ce qui est assez évident, c'est que la géographie particulière de ce groupe reflète aussi qui ils sont, ce fameux statut d'artiste qui a changé au cours du 19e siècle, cette élitisation du groupe qui les a fait se rapprocher de leur clientèle, non seulement pour bénéficier des commandes, mais aussi simplement parce qu'on avait vraiment un rapprochement des groupes au niveau social. Cette position particulière est symbolisée et synthétisée par une sociologue française, Nathalie Elnick, comme une position sociale singulière, marginale et élitaire à la fois, qui, je pense, cette expression reflète bien aussi la géographie générale que je vous ai présentée ici rapidement. Une géographie artistique évidente, mais aussi des implications sur le plan... une géographie évidente, des implications sur le plan artistique, je l'ai dit tout à l'heure. Se positionner dans l'espace est aussi une manière de se positionner dans le champ de l'art. Donc choisir d'habiter dans une commune, un quartier artistique peut être une manière de s'affirmer en tant que créateur, ce qui se traduit évidemment par des permanences très fortes aussi à Bruxelles, qu'on pense évidemment à Saint-Gilles ou Ixelles, ce qui peut être aussi une façon pour différents courants artistiques ou littéraires, ce serait intéressant de le voir, choisir différentes portions de la ville ou d'être en ville ou de ne pas y être peut être aussi une façon de s'affirmer. Voilà, donc des choses encore à faire. Et puis finalement, pour terminer, j'ai été fort longue, je m'en excuse, sur le plan politique et de la gestion urbaine aussi, il est manifeste aujourd'hui que d'autres acteurs s'intéressent au pouvoir de transformation physique ou symbolique que les artistes auraient sur les espaces qu'ils investissent. Et donc, en l'absence, disons, d'une objectivation, ou en tout cas face à la difficulté d'objectiver les liens effectifs entre la présence d'investissements, les investissements dans la culture et des phénomènes de rénovation urbaine, qui sont difficiles à documenter et qui n'ont pas encore été suffisamment développés,
Mais étant donné que les risques d'accélération des processus de gentrification et donc les conséquences sociales qui en découlent, je parlais de la hausse des loyers, ça touche énormément évidemment de monde, ce n'est pas que les artistes, c'est évidemment tous les locataires, et on sait que dans les grandes villes, c'est un grand nombre d'entre nous. Face donc à ce lien peu connu et au risque d'accélération, il est vraiment interpellant de voir que les pouvoirs publics peuvent se ruer tête baissée dans tous ces processus de mise en valeur d'un territoire à travers l'art, étant donné que sans soutien fort, par exemple, sans politique de logement forte, qui va de pair, on peut directement imaginer les conséquences sur les populations précarisées dont font partie les artistes. Et donc, in fine, en promouvant la culture, en multipliant les événements, au risque aussi de dénaturer la qualité et l'originalité d'une scène artistique, on va aussi pouvoir mener finalement à un approfondissement des problèmes d'accès au logement, des problèmes de ségrégation sociale en ville, qui vont in fine aussi forcer les artistes à s'établir ailleurs et à quitter le centre-ville. Je vous remercie.